Hors-jeu! Hors-jeu! Monsieur l'arbitre! Oh! Il y a hors-jeu, bordel! L'une des notions les plus déroutantes et sujette à controverse en matière de football est la règle du hors-jeu. S'il n'y a pas de hors-jeu, c'est le sport le plus bête qui puisse exister. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Hors-jeu, le podcast qui reprend la saison une semaine après toute la Ligue 1. Alors oui, ça fait un petit peu branleur qui tire ses vacances comme s'il avait fait la canne. Mais c'est déjà mieux que certaines danseuses de samba qui, elles, ne veulent même pas du tout reprendre la saison. On en reparlera plus tard, croyez-moi. Ça va piquer comme une giclée de tabasco sur une hémorroïde. Ne le faites pas chez vous. Ça pique vraiment. Alors vous vous dites, ils ont pas pris beaucoup de vacances. J'ai entendu leur podcast pendant tout l'été. Espèce de banane. Tout est enregistré depuis le mois de juin. On n'est pas les gilets jaunes. On est les people. On est blindés à la race. Nous, on part 1 mois et demi aux Maldives à se dorer le cul sur des plages de rêve avec des magnifiques mannequins suédois qui font l'amour sans limite pendant que toi, tu galères à planter tes sardines de ta tante au camping du Gros du Roi. Désolé mon pote. Si ça pouvait être vrai, malheureusement ça ne l'est pas. En revanche, quand vous regardez le 31 décembre à la télé Arthur et Patrick Sébastien, eux c'est enregistré, vraiment. Évidemment ils sont pas là pour autre chose à foutre, ils sont vraiment aux Maldives. Ça c'est pas une blague. Revenons au ballon pour m'accompagner ce soir dans cette farandole d'analyse footballistique. J'ai avec moi autour de la table un peu les mousquetaires du foot. Sauf qu'on est 5 et qu'il y en a un qui va devoir faire Milady. J'ai pas encore décidé qui. Ça aussi, ça a piqué comme le tabasco. Alors pour commencer, depuis qu'il est pote avec Meunier, ce dernier est en pleine dépression, il ne joue pratiquement plus ou est remplaçant. Depuis qu'il a interviewé Compagnie, son club dégringole dans le classement. Depuis qu'il a fait ses vacances avec Eden Hazard, il a pris 20 kilos. On l'appelle le chat noir de Liège. Même Gueluc ne veut plus le dessiner, c'est Fred Oiseg. Ça va, Fred? Et depuis que je travaille avec toi, j'ai envie de changer de métier. Oh, merci. C'est le plus beau compliment. C'était bien ces vacances? Écoute, magnifique, puisqu'on s'est vu, on a fait 9 émissions ensemble. Ah oui, c'est vrai, oui, faut faire croire ça. Les plus belles vacances de ma vie. T'as bien profité comme Eden, t'as fait barbecue rosé, bière, moule frites? On les a fait ensemble, sauf que moi j'ai maigri, lui a grossi, c'est bizarre. C'est ça. Mais toi, t'as eu la magie de la gastro, toi, c'est un autre deux. Un autre, il a vu Solskjaer entraîner son club de cœur, il voit Lampard entraîner son club de cœur, il se met à rêver que Gerrard entraîne Liverpool, que Henry entraîne Arsenal, que Gascogne entraîne Bordeaux ou Cognac. C'est Philippe Auclair. Ça va, Philippe? Ça va, Julien. C'était bien tes vacances? m'a surpris, heureusement. Oui, c'était prévu. Ça va, ça se passe bien? T'es content de la reprise? Écoute, pas trop mal. Je pense qu'on va parler de ce qui s'est passé en Angleterre ce week-end quand même. On a vu des matchs qui étaient pas sales. Mais je te confirme que j'étais pas sur une plage aux Maldives. Oui. Et pas dans la compagnie que tu nous prêtais. Oui, malheureusement. C'est pas grave, hein. C'est pas grave. C'est le petit nouveau de la bande, hein, mais ça n'a rien d'un perdreau de l'année. Non, pour tous ceux qui mangent des sandwichs merguez calcinés avec des caddières tournées aux alentours du Parc des Princes, il est un des boss de Paris United qui rôde autour du camp des loges comme fournirait autour des écoles primaires. C'est Mousse de Paris United. Ça va, Mousse? Salut Julien, ça va très bien, très heureux d'être parmi vous. Merci pour l'invitation. Mais attends, écoute, on n'avait pas le choix. T'étais le seul qui était libre. Et alors, c'est ce que j'avais cru comprendre. Non, mais on sait. Puis là, il y a des dossiers brûlants. On s'est dit, on va prendre un spécialiste. Là, toi, t'aimes bien les dossiers brûlants. Ça, en ce moment, c'est mouvementé pour toi, non? Ça ouais, bouge. c'est pas mal. C'est bien. Mais tu peux dire merci à Ney. Hein, merci, merci. Comme il l'appelle. Merci le Brésil. Ouais, merci le Brésil sans eux. Merci Dani Alves. Voilà, merci à tous. Pendant les vacances, il a calculé que 70% des bons plans meufs se trouvent sur les plages nudistes, que 60% aiment les hommes musclés, 80% les hommes cultivés. Alors il a passé son temps à poil en rentrant le ventre et en lisant du Shakespeare. C'est Jean Opta de la Stade. Comment ça va, Jeannot? Très bien, et toi? C'est bon, tu peux relâcher, hein. Elles sont plus là. Ça, t'as des bonnes stats, là? T'as du biscuit? Des stats de reprise, oui, c'est pas mal. Ah oui, d'accord. Des reprises façon OM? Ouais, entre autres. D'accord, et donc ça promet. Alors on va parler du foot anglais, évidemment, du foot allemand, de tout ça, mais on va commencer d'abord par le sujet brûlant que connaît très bien notamment notre ami Mousse, c'est Neymar. Neymar qui a un peu agrémenté nos vacances. On allait un peu s'emmerder, c'est vrai. Il y a 2 ans, il nous avait un peu fait kiffer avec son Sekeda, Sekeda pas. Et là, c'est Sekeda, c'est Bara, c'est casse-toi, c'est tu nous casses les burnas. Mais il est là. Il est toujours là, il agrémente. Ça fait du bien quand même. Hein, c'est bien. Mais on se demande quand est-ce que ça va se terminer. Alors justement, on va aller dans le vif du sujet. Je me permets de donner la parole à Mousse. On en est où, bordel? Alors, on en est où? Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose depuis la dernière réunion. Merci Mousse. On va passer au foot anglais. Non, il faut revenir en fait à la genèse de l'histoire du départ. On a moins de 20 minutes. De Neymar, ouais, ça va se faire en 2-3 minutes, je te rassure. Donc fin de saison chaotique.
Il y a les embrouilles finale de Coupe de France avec le supporter rennais, t'as l'histoire du viol présumé. Tout part surtout de la blessure. Avant la reprise, avant le 8e de finale de Ligue des Champions, il participe pas. Là, il rechute pendant 3-4 mois. Dieu merci, il passe pas 3 mois au Brésil. On s'en sort bien, dis donc. Contrairement à la première année. Et donc, si tu veux, à la fin de saison, avant de partir pour la Copa América, il annonce à la direction qu'il ne souhaite plus porter le maillot du Paris Saint-Germain. En gros, démerdez-vous. Moi, je vais retourner à Barcelone. Bon, voilà, ça s'est passé comme ça. Il y a eu changement de directeur sportif. Ça, vous le savez, Leonardo est revenu, Antero est parti. Leonardo qui est pas un grand fan de Neymar. Non, il se connaissait pas. Oui, au niveau de la personnalité. La personnalité. Et c'est vrai que pour un Brésilien Leonardo, c'est quand même un ancien joueur professionnel. C'est bizarre qu'ils ne se connaissent pas du tout. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est quand Leonardo a pris ses fonctions, donc il a appelé un peu tous les cadres de l'équipe et il a appelé Neymar. Pour lui signifier certaines choses, et notamment que ce qu'il avait dealé avec Antero Henrique, tu sais, pour c'est fini. Le retour, etc. Tout ça, c'est terminé. On t'attend à la reprise le 8 juillet. Et les échos que nous, on a eu chez Paris United, c'est que le coup de fil, il s'est super mal passé. C'était le premier, en fait. Et ça a clashé au premier coup de fil. C'est-à-dire que Leonardo, il a tout de suite voulu mettre les points sur les i. Il s'est dit, et dans la gueule aussi, un peu. Voilà, on se connaît pas, donc je vais te rentrer dedans. Puis Neymar, il a pas l'habitude. Ça fait 2 ans. Qu'on lui lèche les boules. Voilà, quand Antero lui cire les pompes, qui a accepté tout. C'est un casque de GI, son gland. Le mec, il s'est fait cirer depuis 2 ans. Personne lui dit rien. C'est incroyable. Et là, bam! Non, mais c'est incroyable, déjà, de vouloir partir avant la fin de saison. Ouais. C'est-à-dire que t'as quasiment pas joué. Il reste 2 matchs. T'as pas d'honneur, t'as rien. T'es suspendu, certes, mais t'as le groupe qui est là, t'as le groupe qui joue, t'as tes collègues qui jouent, tu dois rester au moins jusqu'au bout. Quand il demande à Tuchel s'il peut partir avant pour préparer sa Copa América, etc., l'Allemand lui dit non tout de suite. Tu restes avec nous, il reste 2 matchs. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait comme d'habitude, en fait. Il passe outre l'entraîneur et il va voir Antero Henrique. Et comme Antero Henrique, il peut pas blairer Tuchel, il lui fout les bâtons dans les roues et il lui dit, si mon petit, tu pars 2 jours avant tout le monde, tu peux partir avant les 2 derniers matchs, et puis tu vas rentrer quand? Le 15, le 20? Ouais, pas de problème. Tu rentres le 15, tu rentres quand tu veux, en fait. Donc bref, ça établit le truc, c'est-à-dire que là, c'était mort, et là, ça ne pouvait plus. Jamais. C'est qu'en fait, depuis le début, il y a aucune chance que ça puisse se rabibocher. De toute façon, faut arrêter de se mentir. C'est que c'est mort. C'est que les mecs qui pensent que ça peut revenir, même s'ils restaient au club, ça serait une catastrophe. Je pense que le club veut s'en débarrasser à tout prix, et que je pense qu'ils vont faire une mauvaise affaire, parce que la priorité, c'est de s'en débarrasser. En plus, il y a une vraie présomption de Van Bastenit, c'est-à-dire, en fait, mec, ta carrière, elle est morte, parce que ta cheville, elle est morte, et qu'au premier coup de frein, sa cheville, c'est du miel pops, tu la trempes dans le lait, elle craque, donc déjà, c'est mort. Mais t'as vu que... Donc, alors justement, là, je veux faire un tour de table, c'est que, est-ce que, moi, par exemple, le jeu, alors on connaît le jeu du Paris Saint-Germain et le jeu de Neymar, pour moi, le Barça, ils se foutent de la gueule du PSG depuis le début, et je pense même que Bartomeu se fout de la gueule de Messi depuis le début. C'est-à-dire qu'il fait croire à Messi et au PSG qu'il veut Neymar, mais il ne fait rien pour contenter le PSG. Il ne fait que des offres où il sait que le PSG ne sera pas d'accord. Tu veux Coutinho? Je donne Coutinho Bayern. Tu veux pas tel mec? Je te le propose. Tu veux tel mec? Je te le vends pas. Tu veux du pognon? Je te demande un prêt. En fait, ces mecs se foutent de la gueule du PSG, ils se vengent, Bartomeu. Ils se vengent, et pour moi, le PSG est encore cocu, mais là, au bout d'un moment, c'est extraordinaire. Là, on est au-delà du cocu, là. Mais il n'y a pas que Bartomeu, même le coach Valverde, il en veut pas. Ouais, il en veut pas. Pour lui, c'est un problème. Donc, cette histoire. Moi, c'est pour ça que je voudrais demander, Fred et Philippe, vous, quelle est votre opinion? Est-ce que vous sentez pas comme moi qu'il y a une espèce de jeu de dupe où le PSG est en train de se faire enfler, même si Leonardo le sait et qu'il essaye de s'en sortir? Moi, je te dirais que vu de l'extérieur, j'ai beaucoup de mal à comprendre. Je serais d'accord avec votre hypothèse. Et au passage, Mousse, superbement résumé. T'as mis quoi, 3 minutes 47 secondes pour nous raconter une histoire qui traîne depuis des mois. C'était pas mal. Merci. La question que je me pose, c'est qu'est-ce que vous en faites? Si vous voulez, moi, je suis maintenant au-delà du fait que le Barcelone se fiche un petit peu de la tête du PSG. Ok, c'est admis, vous l'admettez. Qu'est-ce qu'on en fait alors de Neymar? Mais tu peux m'expliquer ce que tu en fais exactement? Fred, par exemple, toi, t'en fais quoi, toi? Moi, je l'envoie dans un cirque, une tournée mondiale, et... Mais ça s'appelle la Liga, mon pote, et ça fait des années que ça dure. Hein.
Non, mais bon, d'abord, je pense que tout cela, c'est un manque de respect pour la Ligue 1, pour le PSG, aussi bien de la part du joueur que de la part des dirigeants adverses. On peut dire adverses dans ce cas-ci. Donc déjà, ça, c'est très gênant, parce que quel que soit, pour moi, la Ligue 1, elle mérite un peu de respect. Bon, c'est pas le plus haut niveau. Maintenant, tu as ce que tu mérites, quoi. T'as pas acheté un mec sincèrement, quand tu dois acheter un mec, un grand joueur, t'as les moyens, tu prends pas Neymar pour obtenir la Ligue des Champions. Tu prends un Ronaldo, tu prends un vrai compétiteur. Là, tu as pris quelqu'un pour faire du show, du spectacle, un effet d'annonce. Mais Fred, je suis pas d'accord avec toi. Pardon? Excuse-moi, je me permets de te couper. Mais je ne suis pas d'accord avec toi. Moi, je le déteste. J'ai envie de le pourrir, j'ai envie de le brûler avec des éclats de pare-brise, du gravier, Neymar. Mais moi, je trouve que c'est un compétiteur. Je trouve que, par exemple, à la différence de beaucoup de Brésiliens, je trouve que lui, sur un terrain, il chiale pas. Et sur le terrain, par exemple, tu vois, je me suis revu parce que je suis un débile et que j'ai que ça à foutre. Le problème, c'est qu'il soit sur le terrain. Non, mais j'ai vu les fins de match, des matchs importants du PSG en Ligue des Champions avant qu'il se blesse. Liverpool, Naples et tout. Celui qui met le coup de boutoir sur la fin, celui qui relance l'équipe, celui qui lâche pas, qui accepte pas la défaite, c'est lui. C'est un mec qui refuse la défaite. Donc, c'est ça qui est terrible. C'est qu'à côté de ça, je trouve que sur le terrain, il n'est pas ce que tu dis. Je suis là, désolé. Le problème, c'est qu'il est pas assez souvent sur le terrain. Et qu'un vrai compétiteur. Ah, mais non, c'est pas autre chose. Un vrai compétiteur, c'est pas jouer la moitié de la saison ou un quart de la saison. Un compétiteur, c'est quelqu'un qui se soigne, qui a un mental d'acier, qui a toujours faim et qui veut jouer. D'accord? Qui ne pense pas à retourner 4 fois par an, 2 semaines à son pays natal. Voilà. Ça, c'est un vrai compétiteur. Mais ça, on ne peut pas savoir avant qu'il vienne, hein. Un danseur de claquettes qui vient de temps en temps faire son show. Je l'adore. J'adore son jeu. Évidemment qu'il gagne des matchs à lui tout seul. Mais finalement, la finalité, c'est quoi? Qu'est-ce que le PSG a gagné? Qu'est-ce que le PSG a gagné? Parce qu'il est blessé. Il est surtout blessé à l'âme. Je sais pas quelles sont les forces obscures qui ont pris possession de son cerveau ou de sa réflexion. En attendant, c'est tout le périphérique qui a pris le pas sur l'essentiel, c'est-à-dire le terrain. Un joueur qui est bien dans sa tête, qui est ambitieux, qui respecte ses coéquipiers et son club, il n'est pas tout le temps blessé, il n'est pas tout le temps en vacances. Voilà, c'est tout. Maintenant, c'est un joueur merveilleux, comme on les aime. Mais quand tu veux gagner la Ligue des Champions, sincèrement, en sachant que Neymar, il va te claquer dans les doigts 3 mois par an, eh ben, si pendant ces 3 mois, il y a les 8e de finale ou les quarts de finale de Ligue des Champions, tes ambitions, tu peux les ranger. C'est l'inverse d'Mbappé qui lui est une machine de guerre. D'ailleurs, son idole, c'est Ronaldo, c'est pas par hasard. Exactement. Fred, juste pour rebondir sur ce que tu disais par rapport à sa blessure, il y a aussi eu une mauvaise gestion du Paris Saint-Germain lors de sa première blessure. Parce que tu dis il est blessé, il joue pas. Bah, après ça, c'est des choses qui arrivent. Le problème, c'est que ça a été mal géré depuis le début, parce que le Paris Saint-Germain, sur sa première blessure, je parle, quand il se blesse la première fois, il n'a pas la main. C'est pas lui qui décide. Tu vois, c'est d'abord lui et son père, et ensuite c'est le staff médical. Voilà, c'est le staff médical de l'équipe nationale du Brésil qui s'en occupe. C'est le docteur Lamar qui l'opère, et les docteurs français. D'ailleurs, il a pas son mot à dire, le docteur Roland. Et ça a été une catastrophe d'ailleurs, l'opération. Mais même la communication sur la première blessure, quand il se blesse, ensuite il y a la conférence de presse d'après match, et Unai il dit mais qu'est-ce que je dis, et la cellule médicale lui dit oh oui non mais t'inquiète, tu peux dire qu'il y a une chance qu'il revienne pour le match de Ligue des Champions. Donc déjà, tu te plantes, tu dis n'importe quoi, et ensuite, encore une fois, le club ne s'est pas fait respecter dans cette affaire. Elle ne s'est jamais fait respecter. Non, mais de toute façon, en fait, là, on est au bout d'une chaîne où le point de départ, c'est con, mais l'affaire Aurier. C'est-à-dire que si t'es pas capable de te faire respecter par Serge Aurier, mais tu vas pas te faire respecter par Neymar. C'est-à-dire que le mec, quand il arrive, il est plus important que le club. Et c'est pour ça que moi, je reviens sur cette fameuse interview qu'avait faite il y a 2 ans Leonardo, où il avait plus rien à voir avec le PSG. Et quand on lui dit qu'est-ce que tu penses de Neymar, il a dit ah oui, mais Neymar c'est très bien, mais attention, il faut pas qu'il devienne plus important que le club. Il a dit ça il y a 2 ans. Parce qu'il sait, Leonardo. Il sait très bien que dans ce club, les joueurs sont plus importants que le club. Et là, Leonardo, lui, ce qu'il veut faire, et c'est pour ça que moi, je suis malgré tout optimiste sur le moyen terme, c'est que c'est fini. Et ce qui se passe en ce moment, c'est violent, parce que justement le PSG, s'ils s'étaient laissé marcher dessus, ils auraient cédé comme ils auraient fait avant, tout ça machin. Là non, c'est compliqué parce que le PSG, ils veulent se faire respecter. Donc ça va être un exemple. Et Neymar au PSG, je pense que c'est mort. Même s'il reste, même s'il joue, il va se barrer dans 6 mois, il va se barrer dans 1 an, donc c'est fini. Mais Leonardo, il dit, moi, je suis en train de préparer l'avenir. J'en ai rien à foutre de Neymar. Moi, je veux juste montrer qu'aujourd'hui, c'est fini. Tu nous chies plus dans les bottes. Et moi, je pense que ça va être important, la manière de gérer Neymar. Même s'il le dégage, il faut avoir une attitude comme à la Juventus. C'est-à-dire, tu veux être chez nous, t'es chez nous. Tu veux plus, va-t'en. Va-t'en. Nous, on s'y retrouve et toi, tu t'en vas. T'es pas important.
Ils ont fait ça avec Zidane, ils ont fait ça avec Pogba, ils ont fait ça avec tout le monde, la Juve. Ils s'en foutent. T'es jamais plus important que le club. Et le PSG est obligé d'être comme ça. Donc pour moi, c'est ça qui va être important, c'est qu'est-ce qui va se passer. Là, le Real, c'est compliqué. Le Barça, c'est presque mort. Il va rester. Moi, pour moi, le PSG doit être très fort, doit dire, toi, bonhomme, maintenant, il va falloir que tu nous prouves que l'année que tu vas faire, eh ben nous, les mecs, ils vont t'attendre au tournant. Donc, mais après, pour moi, Julien, il faut pas baisser son froc. Il faut pas oublier un léger détail, c'est que la personne qui s'occupe de ses intérêts, c'est un mec qui est capable de faire des miracles. Il est capable il est capable de le sortir du PSG avant le 2 septembre. Honnêtement. Ah oui, c'est sûr. Si il a été capable de faire signer Neymar et Mbappé le même été, donc ce qui est déjà miraculeux, parce qu'avec le fair play financier, normalement, ils auraient jamais dû. Ils ne pouvaient pas le faire. Oui, parce qu'il y a le prêt avec voilà. Donc, moi, je me dis, si vraiment Leonardo n'en veut plus, est-ce qu'il peut accepter un prêt avec option d'achat obligatoire, mais avec une somme conséquente? C'est-à-dire, ok, on vous le prête, un peu comme ils avaient fait pour Mbappé en 2017. Genre 200 millions, mais voilà. Comme ça, bon, même si tu dépenses 120, 130 millions que tu n'as pas tout de suite, bah, tu sais que tu les récupères maximum avant le 30 juin. Donc, il faut faire attention aussi à ça. Et le Real Madrid, pour moi, n'a pas dit son dernier mot. Parce que Pérez, ça fait 3 ans qu'il cherche une star, tu vois. Parce que et puis Hazard, il arrive avec, on dirait Mathieu Bodmer. Voilà, Hazard, c'est pas encore du niveau de Messi, Ronaldo ou Neymar, tu vois. Non, c'est un excellent joueur. Voilà, mais c'est pas une star. Il fait pas partie. Je suis désolé, Fred, hein. On peut le dire, c'est un excellent joueur, mais c'est pas une star. Voilà, donc attention au Real Madrid et attention à Pinizavi, parce que encore une fois, là, on est le 19 août. Il a pas changé d'avis, Neymar. Il veut toujours partir et surtout il ne veut pas remettre le maillot du Paris Saint-Germain. En fait, ce qui est génial, c'est que vous, avec l'expérience que vous avez, est-ce que vous avez déjà vu un cas pareil? Moi, je trouve que le PSG a la capacité d'inventer des choses dans le football. C'est beau, c'est romantique, mais j'ai jamais vu ça, moi, de ma vie, dans un club, une star de ce niveau faire ce qu'il fait. C'est-à-dire, tu peux avoir des mecs qui disent je veux partir de ça, mais ça, moi, j'ai jamais vu. Est-ce que vous dans votre souvenir, vous avez l'équivalent? Non, je cherche de ce niveau-là. Bon, d'abord, des joueurs de ce niveau-là, il y en a pas. Donc je sais pas. T'as un cas mais qui est un peu différent, mais bon, ça c'est vieux. C'est Maradona qui quitte Barcelone pour Naples. Mais bon, c'est très vieux, c'est pas. Non, mais il y a pas ça. C'est pas la même chose. Il y a pas ce truc, non, il y a pas de conflit, il y a pas. Mais c'est vrai que le soir. Non, le mec qui dit, moi, je ne porte plus le maillot du club, je crache au club. Avec les mecs, il est encore au club, il se fait insulter avec des banderoles dans les tribunes. J'ai jamais vu ça de ma vie. C'est bon, c'est Paris. Moi, je vous dis, on va en reparler la semaine prochaine, mais en tout cas, c'est un beau constat et c'est réjouissant. Et du coup, on peut faire une petite transition sur le match d'hier. Est-ce que le match d'hier, au-delà de la bonne performance de Rennes, pour moi, le PSG, il n'a pas débuté sa saison. Pour moi, le club, il n'a pas débuté. Les mecs, ils ne sont pas dans leur saison. Tu ne peux pas, avec un truc qui se passe comme ça dans ton club, je leur cherche pas des excuses. Mais pour moi, les mecs, ils ont pas démarré. Ils y sont pas. Ils n'y sont pas du tout. Moi, je suis pas sûr. Je suis pas sûr que ce soit lié à l'affaire Neymar. Franchement, je suis pas sûr. Moi, je pense qu'on. On est sur la lignée on est un peu sur la lignée de la fin de saison dernière où il y a pas de créativité. Là, hier, il y avait pas de vitesse dans le jeu. Ok, tu joues à l'extérieur, tu joues contre une bonne équipe, mais bon, Rennes. Il y a quoi? C'était à 15 jours le trophée des champions, tu vois. Ils ont rien montré d'extraordinaire. Ils ont perdu pas mal de joueurs en plus, Rennes. Mais il y a 15 jours, ils ont fait ce qu'a fait Nîmes, c'est-à-dire ils ont attendu juste de perdre. Ouais. Alors qu'il suffit qu'ils rentrent dans le PSG, puis c'est fini, terminé. De toute façon, le PSG, dès qu'ils jouent face à des équipes qui leur rentrent un peu dedans, etc., c'est fini. Ils ont beaucoup de mal avec les équipes regroupées. Il y avait pas beaucoup d'espace, mais surtout il y avait pas de vitesse dans le jeu. Le milieu de terrain, il était inexistant. Et moi, je sais pas ce que vous en pensez, hein, mais moi, insister avec Draxler au milieu de terrain et Marquinhos surtout. Ah mais c'est pas possible. Non mais je dis encore, Marquinhos, il a fait quelques bons matchs. Mais non, c'est une escroquerie. Tu peux dire tu peux dire, mais Draxler quoi, tu vois. Non mais Draxler, le mec, il marche sur le terrain. Je sais pas si vous avez vu le match, les copines, avant qu'on demande à Jeannot qui enlève son tuba et son masque de nous faire une stat. Il s'entête. Et moi, c'est ça qui m'inquiète avec Tourelle, c'est qu'en fait, à un moment donné, ces échecs ne lui font pas changer d'avis. C'est-à-dire que Marquinhos a été bon parce qu'il a neutralisé Pogba, qui de toute façon était nul à ce moment-là, était un poids, il n'avait rien à foutre Pogba à ce moment-là. Et depuis, il se dit c'est la solution magique. Alors en fait, Verratti se retrouve seul et quand tu regardes le match, il est seul avec 5 mecs autour. Ah oui, parce que Marquinhos redescend. C'est mort. Donc c'est mort. Tu peux pas relancer. Les deux centraux et au milieu il a beau être génial, c'est Verratti, il est seul au milieu de 5 mecs, c'est mort. Alors on se dit l'autre il avait 16 ans, il a neutralisé Verratti. Non, ils étaient 5 contre Verratti, donc c'était. Mais le tout seul face à Verratti, le mec, il va pas faire le malin. Ils étaient 5. Donc, je sais pas. En tant qu'observateur sur le match, est-ce que vous trouvez pas que Tourelle, il s'entête et que on se dit, mais il repart là, il redémarre comme il a. C'est pour ça qu'il peut pas y avoir de déclic. C'est qu'il redémarre comme
il a fini, c'est-à-dire avec le même style de jeu qui marchait plus. Mais alors, avant qu'il réponde, juste, est-ce que tu penses pas que c'est aussi, il y a l'absence d'Herrera et Gay qui était pas prêt? Alors, peut-être que oui, mais il y a toujours une du excuse. bricolage, Il y a toujours une excuse. Moi, quand mon meilleur défenseur, il est là, je le mets défense, Normalement, ouais. Voilà. Sinon, Bien ton sûr. meilleur gardien, tu le mets arrière droite, ton meilleur arrière droite, tu le mets attaquant, puis tu t'en sors pas. C'est Rudy Garcia, il faisait ça, lui. Tu sais, il mettait Bounassar à gauche, Sakaya à droite, Sakaya à gauche, il changeait tout, il faisait du bogle. À la fin, ça marchait plus. Il dit merde. Bah oui, personne joue à son poste. Bon, Fifi. Est-ce que il ne s'entête pas un petit peu, Tourelle, dans des choix qui ne marchent plus et qui fragilisent le milieu de terrain du Paris Saint-Germain? Écoute, je te dirais oui, et on en a eu la preuve contre le Rennes de Stéphane. Et une chose qui est quand même assez étonnante, c'est qu'on nous a vendu justement Tourelle comme étant un homme qui avait une grande flexibilité tactique. Je sais pas si tu avais vu, Ouais. il y a un bouquin qui a été publié sur lui où on disait oui, il passe défense à 3, défense à 5, milieu à 3, milieu à 4, milieu à 5, etc. Et que l'une de ses grandes forces, c'était sa Mais flexibilité. ça l'était au début, moi je trouvais. Elle l'était, mais tu l'as vu en évidence contre le Stade Rennais qui lui était dans un 3-5-2, tout ce qu'il y a de plus clair. Hein. Ah non, mais Avec donc quand tu te mets à 3-5-2, ça veut dire que tu veux dominer ce milieu de terrain, tu n'as pas eu de réponse. non, mais il a objectivement complètement, il s'est éteint. Pour moi, c'est-à-dire que ça. Mais il avait l'air éteint de toute Ah, mais façon. oui. Tu voyais pas du tout un Tourelle qui je était suis sur d'accord. même tu voyais pas d'énervement, tu voyais rien. Il a l'air en fin de Tu voyais saison. du vide. Et je me disais, en le voyant, je repensais à la même époque, l'an dernier. J'avais l'impression qu'il faisait 2 mètres, Tourelle, qu'il embrassait tout. Tu sais, il avait une espèce de charisme. Et on se disait, mais ce mec, c'est incroyable, il a l'air de plus grand que tout le monde et tout. Et aujourd'hui, il fait tout petit, il fait tout maigre, il fait tous les mains dans les poches, et il est tout désolé déjà. C'est-à-dire que le mec, il est en fin de saison déjà là. Le mec, on est au bout de 2 matchs, Mais il ça, est en fin de saison. depuis l'élimination contre Manchester, c'est Il est- comme ça. Il y a et- plus de solution. Normalement, un match comme hier, le Tuchel d'avant l'élimination, il t'aurait fait un changement tactique, il t'aurait sorti, parce que normalement, mais Draxler, tu au le bout de sors. 20 minutes, il dégage. Meunier, tu sens qu'il est pas bien. Je vais pas tomber sur le pauvre Meunier parce qu'hier il m'a fait de la peine quand il est sorti tête basse, mais il était vraiment pas bien. Mais Et de toute façon, c'est un travail de longue haleine qu'il soit pas bien meunier. Mais tu vois, quand Dagba il rentre, ça change un petit peu. Et d'habitude, il fait des changements plus tôt, il hésite pas. Et là, il attend quand même longtemps et il sort Draxler à la 80e minute. Ouais, C'est pour moi, il est en train de perdre le fil. Et au bout de la deuxième journée, je pense sincèrement que ses jours sont comptés s'il ne reprend pas la main. Et il y avait dans les tribunes, il y avait Nasser et Leonardo qui tiraient un peu la gueule. Donc, faut qu'il fasse attention. Donc Un peu seulement. Ouais. Tu parles. C'est un La tête de euphémisme. Nasser, c'était grandiose. Ouais. vous lui donnez combien de temps avant qu'il saute à Tourelle? Écoute, c'est quand la prochaine pause internationale? C'est généralement à ce moment-là que les choses se Début passent. septembre. Ouais. Et ben voilà. Ah, moi je sais pas ce que t'en Non, penses, c'est Fred. c'est trop tôt. Moi je dirais pas avant la Ligue des Champions. Alors on a peut-être Jeannot qui peut nous éclairer justement sur le match d'hier, sur les positionnements de Marquinhos. Oui, alors difficile de parler d'un positionnement à travers un podcast, ça va pas forcément parler aux gens. Mais si les gens sont tellement érudits. Ouais, mais ils voient pas. D'ailleurs, ils Donc- connaissent le mot érudit. Non, mais pour te dire hier, parce qu'on parlait du système de Tourelle, est-ce qu'il joue à 5 défenseurs, est-ce qu'il joue à 4 défenseurs, est-ce qu'il joue à 3 défenseurs, en fait, la vérité hier, c'est qu'on sait pas trop, parce qu'il nous annonçait effectivement une défense à 4 avec Marquinhos au milieu de terrain. Or, quand on regarde les positionnements moyens, Marquinhos était le joueur le plus en retrait du Paris Saint-Germain au niveau des deux centraux, en fait. Areola peut-être derrière. Areola était effectivement Ah, il peut derrière. pas. Alors Areola, je peux dire qu'il était derrière, il a pas que décollé de sa ligne. Mais bon, tout ça pour dire qu'il y a un petit malaise, notamment dans l'aspect tactique des choses, mais pas que, parce que Paris, par exemple, hier a ouvert le score et a perdu. Et ben, c'est pas nouveau, ça, Paris, ça fait 4 fois cette saison, enfin, sur l'année 2019 qu'ils ouvrent le score et qu'ils perdent un match. C'est le double de toute autre équipe en Ligue 1. 2 fois plus que toute autre équipe en Ligue 1. Sur les 4 dernières fois où ils ouvrent le score, ils perdent 3 fois le PSG en Ligue 1. C'est dire. Et tu dois l'avoir aussi. Je crois que j'avais entendu qu'ils avaient perdu plus de 100 ballons. Ouais, alors ça, c'est la stat de Talaron. Permets-moi de te dire qu'ils ont perdu plus de 100 ballons sur 37 des 38 matchs la saison dernière. Quel con ce Talaron. Mais j'ai jamais pu le blairer. Et t'as raison, tu me le disais hors antenne, faut qu'il arrête de l'ouvrir parce qu'il dit n'importe quoi. Et je le connais en plus. Mais paf! Et dans la gueule! Ah non. Ah mais attends, nous on a les vrais stats, nous. C'est pas les mecs qui sont là entre 2 sandwichs et une merguez et un verre de bière. Bravo Jeannot, tu l'as bien remis à sa place. Et pour la petite histoire, Paris qui perd dans les 2 premières journées d'une saison de Ligue 1, c'était plus arrivé depuis 2011-2012. 2011-2012, le PSG n'avait pas été champion. Oui, enfin, on avait Jérémy Ménez et Gamero en attaque. Et je pense pas me tromper en disant que la fois précédente, avant 2011-2012, Jeannot, ils avaient également perdu une autre fois, et cette autre fois, ils n'avaient pas été champions. Ben, Vas-y Fred.
Moi, je dirais que c'est du bricolage en attendant que les nouvelles pièces soient disponibles pour lui. Ils ont acheté en fonction de leurs lacunes. Cela dit que le PSG, ils ont acheté des joueurs qui doivent être capables justement de débloquer ce genre de situation avec une équipe qui noie ton entrejeu, qui en même temps qui se replie très vite, donc il n'y a pas d'espace. Donc voilà, c'est un échec total. Et moi, je pense que la stat du jour, c'est quand même 2 tirs cadrés sur un peu plus de 90 minutes pour une équipe comme le PSG avec les joueurs qui est là devant. Donc voilà. Donc, de toute évidence, ça repart encore plus mal que ça n'avait fini l'an dernier. Et voilà, il faut quelque chose. Maintenant, ils ont bien acheté par rapport à leur lacune de la saison dernière. Voilà, il faut laisser un peu de temps aux choses aussi. Et voilà, on va pas enterrer tout le monde, mais ça ressemble parfois à des morts vivants. Oui, je pense que quand il y aura tout le monde, l'effectif au moins sûr, avec tout le monde en place, et ceux qui doivent rester, et ceux qui doivent partir, voilà, on en saura plus, ce sera plus clair. On va passer au duel qui devait peut-être être un duel et qui est parti pour pas être un duel du tout, c'est OL-OM. Vraiment destin croisé. Alors là, c'est incroyable. Et tu as d'ailleurs une stat intéressante par rapport à l'Olympique lyonnais, qui fait un très bon début de saison. Et tu voulais nous en parler. Ah oui, il y a plein de choses à dire sur le début de saison de l'Olympique Lyonnais, notamment ces 9 buts marqués, parce que finalement 3 buts lors de la première journée et 6 lors de la deuxième, ça fait 9 buts marqués. Lyon la dernière équipe qui marque 9 buts lors de ses 2 premiers matchs, c'était déjà Lyon, c'était lors de la saison 2002-2003, saison que Lyon avait terminé avec le titre de champion de France. Donc voilà, peut-être de bon augure. Et Lyon qui marque 6 buts dans un match comme c'était le cas donc vendredi dernier, c'est arrivé 3 fois seulement au XXIe siècle. Donc voilà, un bon cru pour ce début de saison pour l'OL. C'est intéressant ce que tu dis. Oui, non, mais alors surtout, ce qu'on voit, c'est le dynamisme lyonnais. En fait, quand tu regardes les matchs, parce que c'est important quand même, quand tu regardes le match de Marseille et tu regardes le match de Lyon, au-delà du score, ce qui te marque, c'est la vitesse d'exécution, l'impact, l'investissement. Moi, je sais pas ce que ça va donner, Silvinho, tu vois, sur le long terme. Mais là, au moins, tu vois une équipe qui rentre dedans, qui mord. Enfin, c'est le début de saison. Ils prennent l'équipe d'en face à la gorge. Marseille. Ils sont sur un train de sénateurs flippant. Les mecs, ils ont un nouvel entraîneur, t'as l'impression que c'est encore Rudy Garcia qui est entraîneur. Mais c'est ce que j'allais te dire, moi, en fait. C'est ça qui est flippant, en fait. C'est que tu fais venir un soi-disant coach super expérimenté, même si je crois que c'est pas du tout le cas. Villas-Boas, c'est pas un coach qui est très, très expérimenté. Il a eu son passage au Portugal, ça s'est bien passé. Ensuite, une fois qu'il a pris les rênes de Tottenham, par exemple, ça s'est mal passé. Au Zénith, il a pas fait grand-chose. Et je crois qu'il vient de sa dernière expérience. Il a pas fait champion. Il a fait champion avec le Zénith quand même. Si, il a été champion, il a gagné la Coupe de Russie. Il a pas été si nul que ça. Il a de l'expérience, mais bon. Vous pensez pas surtout qu'il y a un problème, c'est que c'est pas un entraîneur dynamisant, Villas-Boas. Il a jamais été comme ça. Exactement. Il se place plutôt dans une perspective de je connais mon travail, je le fais très sérieusement, je demande ci, je demande ça. C'est un de ces entraîneurs qui, lorsqu'il fait une conférence de presse, utilise le mot bloc à peu près une quinzaine de fois. Et ça, quand tu entends ce mot, quand tu l'entends répéter au fur et à mesure, tu comprends. Mais et tu te poses en effet la différence. C'est quand tu parles de dynamisme, tu parles de Silvinho, mais tu peux parler également de Juninho, hein. Oui. Ah bah oui, non, mais tu as l'impression en effet il y a quelque chose qui s'est mis en place qui je dirais pas que ça fait nécessairement rêver les gens, mais qui a eu un effet catalyseur à Lyon, alors que là ça serait plutôt un effet catatonique, on va dire, hein. Sur l'Olympique de Marseille, qui fait vraiment. Laisse le temps aux gens d'aller sur Google pour taper catatonique et reprends. Non, mais on a tous compris. Non, j'ai craché mon venin sur l'OM. Non, mais c'est pas. Qui en fait ne mérite pas qu'on crache le venin dessus tellement il était plat et tellement il était insipide. Mais surtout c'est que et inquiétant. Fred, tu connais un petit peu. C'est pour ça que je pensais que c'était un bon choix dans le sens où ce mec est un grand théoricien, complètement imperméable à tout ce qui se passe autour, tellement il est convaincu d'avoir la science infuse, de tout connaître, de tout savoir, de tout gérer. Donc avec Marseille, l'eau et le feu, moi je me disais ça peut peut-être être intéressant, sauf que ça ne prend pas. Et comme vous le disiez très justement, on a l'impression de voir l'OM de l'an dernier, et ça c'est très inquiétant, parce que quand tu as un nouvel entraîneur qui a quand même quelques petites références, en tout cas il a entraîné un club comme Tottenham par exemple, normalement tu dois avoir des joueurs qui ont envie de montrer ce qu'ils valent. Et là, on a l'impression qu'ils n'ont même pas envie de cacher ce qu'ils ne valent pas, quoi. Voilà. Après, donc, dis-moi, Fred, est-ce que moi j'ai l'impression, alors peut-être que je me trompe, mais moi je vois plutôt une erreur de casting dans le sens où ce que tu dis,
ça demande, un théoricien comme ça demande que le mec n'ait pas à se poser la question du niveau de ses joueurs. Ce genre de mec ne peut pas avoir à se poser la question du niveau de ses joueurs. C'est-à-dire que lui, il n'a jamais eu un effectif pour moi aussi faible. Même aux Zénith, comparativement aux autres. Là, il se retrouve parce que t'enlèves le maillot de l'OM. Tu regardes cette équipe, à quel moment elle est meilleure que la plupart des équipes de Ligue 1. Si t'enlèves le maillot de Marseille, c'est à un moment donné, si tu regardes de manière brute l'effectif, ça n'a rien, aucune équipe n'a quelque chose à lui envier dans les 10 premières, même les 15. Si tu rajoutes à cela le fait qu'ils ne peuvent pas trop recruter en plus, ça veut dire qu'on arrive, on lui donne une équipe moyenne et c'est démerde-toi avec ça. On te ramène un attaquant, un défenseur ou deux, il me semble, mais c'est tout, basta. Alors que les problèmes, ils sont identifiés à... Il y a les orfèvres et les artisans. Lui, peut-être qu'il peut ciseler un diamant, mais là, c'est un morceau de charbon. Ah, mais moi, j'y crois pas. Donc, si tu veux, je ne crois pas que ce genre de mec est adapté à ce genre d'effectif, au-delà du club. Parce que Marseille, oui, déjà, c'est pas évident quand t'as une espèce de charisme un peu bizarre de Lord portugais, c'est très chelou. Mais si au moins t'as une équipe de joueurs très bons, et lui dit moi, je vais les mettre chacun des postes, tac, 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 je vais ciseler. Là, le mec, il se retrouve avec une équipe, il sait pas quoi en faire. Les joueurs, ils ont pas de niveau. Par exemple, il s'entête avec un 4-3-3 qui n'est absolument pas adapté aux joueurs qu'il a. Mais si jamais il veut mettre un 4-3-3, quand tu vois Radonjic, il y a combien de mecs plus faibles que Radonjic en Ligue 1 aujourd'hui? Donnez-moi 2. Voilà. Donc, si tu veux, c'est que le mec, on lui dit Marseille, il arrive, il a Radonjic. Il le fait entrer sur le terrain, le mec perd 12 ballons sur 11, c'est ma stat. Elle vaut ce qu'elle vaut. Donc, à un moment donné, est-ce que tu as une stat, par exemple, sur le match de Marseille, Jeannot? Sur son début de saison, plus globalement, et sur le fait que Marseille n'affiche qu'un point après 2 matchs, alors ça fait très faible comme ça, on a l'impression, sauf que c'est devenu banal. Pour l'OM, c'est bien ça le problème, c'est que sur les 6 dernières saisons, c'est arrivé à 4 reprises que Marseille affiche un total soit de 1 point, soit de 0 point. C'est peu, 0. 0, c'est peu. Tu fais difficilement pire, effectivement. Donc, toi, Philippe, enfin, tu penses un peu comme Fred que... Est-ce que toi, vraiment, t'y as cru dès le début ou tu t'es dit... Non, pas vraiment, parce que je pensais... Quand Fred parle de l'eau et du feu, l'eau et le feu, quand tu les mets ensemble, ça fait pchit. Et c'était plus sur une question de personnalité qu'autre chose. C'est pas tant ses capacités. C'est un entraîneur de talent qui peut d'ailleurs se débrouiller avec un groupe de joueurs qui n'est pas nécessairement parmi les plus talentueux. Hein. Le groupe avec lequel il avait fait des choses remarquables à Porto n'était certainement pas la plus grande équipe de Porto, qui avait des individualités aussi costaudes que celles dont disposait Mourinho quand il est devenu champion. Elles n'avaient pas plus de certitude dans leur championnat, ces équipes-là. Mais par contre, oui, tu as raison. Par contre, l'état d'esprit était complètement différent. Par contre, la dynamique était complètement différente. Par contre, l'implication des joueurs était complètement différente. Là, il arrive et tu as l'impression justement d'un acteur qui arrive dans la mauvaise pièce de théâtre. Lui, il est arrivé, c'était une pièce un petit peu sinistre, je sais pas, c'est une pièce où il se passe pas grand-chose. Attends, non, en fait, c'est un acteur shakespearien qui arrive dans Boing Boing, en fait. Il est même pas shakespearien, je penserais plutôt, tu vois, sartrien, acteur sartrien, voilà. Chiant, quoi, chiant. Qui débarquerait tout d'un coup dans une farce de Feydeau. Donc du coup, ça marche pas très bien. Et ça, l'inadéquation, il y a des moments où ça peut créer un choc. Mais ça peut créer un choc si tu as un entraîneur qui a lui-même une personnalité très forte. Et ce n'est pas le cas d'Andrés Villas-Boas à ce niveau-là. Je te dis pas qu'il soit un mauvais entraîneur, c'est un excellent technicien, c'est un très bon coach. Il l'a prouvé au Zénith, il l'a prouvé à Porto. Il n'a pas été si nul que ça au départ avec Chelsea ou avec Tottenham. Mais bon, ça n'est pas du top. Et tu peux te demander, en effet, si les efforts qui ont été consentis pour le faire venir, parce qu'ils ont dépensé beaucoup d'argent pour lui, valait vraiment la peine si tu savais que derrière, tu n'aurais pas les joueurs pour l'aider dans son projet. En même temps, Jack Harry Potter, le magicien à lunettes, là, pour l'instant, c'est quand même tout faux depuis le début. Mais moi, Alors justement, Bouss, on va conclure avec toi sur Marseille. Ouais. À part le plaisir que ça te procure cette déchéance, qu'est-ce que tu as à nous dire? Ouais, 2 mots sur Marseille. Déjà, on parle du charisme de Villas-Boas. J'ai envie aussi de vous parler du charisme de celui dont tu viens de parler, Jacques-Henri Potter. Jacques-Henri Hérault. C'est pas un président qui va t'emmener ni l'équipe, ni les supporters, déjà d'une. Et que dire de Zubizarreta? Zubizarreta. Le problème, c'est que t'as un directeur sportif qui vient de Barcelone, qui a été dirigeant, qui a été joueur, etc. C'est la première fois, c'est sa 3e année, il me semble, il débute sa 3e saison, et c'est la première fois qui va se faire prêter un joueur de la Segunda B de Barcelone en 3 ans. En 3 ans. Donc tu viens du championnat, quasiment l'un des meilleurs championnats du monde, où ça joue au ballon, il y a des vrais joueurs de foot, et t'arrives pas à te faire prêter 1 ou 2 joueurs du championnat espagnol. Tu fais que des erreurs de casting. Le mercato, c'est une catastrophe. Tous les mercatos depuis l'arrivée de Franck McCourt sont catastrophiques. Tu fais toujours les mêmes erreurs.
tu investis dans des joueurs, des trentenaires, tu récupéreras jamais ton argent. Je pense à Strootman, Payet, à la rigueur, Luis Gustavo, ils l'ont payé un peu moins cher. Rami, j'ai eu une info, apparemment, il y a peut-être un club en Turquie il a peut-être signé en Turquie. Bref, c'est étonnant, ça, en Turquie, c'est étonnant. Ouais, bon, c'est rare qu'ils prennent des vieilles stars, des gringolantes. Ouais, c'est très rare, hein, c'est tout nouveau, là. Apparemment, il a retrouvé où Enfin, bref. Je rappelle qu'Anderlecht a récupéré Samir Nasri, dont les Turcs ne veulent plus. C'est quand tu commences à prendre un mec dont les Turcs ne veulent plus, c'est que t'es pas bien. Et il a joué dans l'ancien club de Leonardo, en Turquie. Ouais, t'as qu'à dire. Donc voilà, il y a eu beaucoup d'erreurs de recrutement, de casting. Ce qui a été dur avec la Mésia, c'est très juste, ne pas arriver à se faire traiter des joueurs, des jeunes du Barça, c'est très inquiétant, parce que même en Andorre, avec Piqué, il y en a 4 là ils préfèrent encore aller jouer à Andorre que de venir à Marseille, les jeunes de la Mésia. Bah moi je fais pareil, mais c'est des raisons personnelles. C'est assez inquiétant. Après les 2 premières saisons, il était un peu barré par Garcia, qui faisait plus ou moins la plus. Mais tu t'en vas. C'est-à-dire que si t'es directeur sportif et qu'on te dit que tu sers à rien, si t'as un peu d'honneur, t'es Zubizarreta, t'es pas un gars, t'es pas un crevard. Mais de toute façon, là, il avait toutes les clés, et il fait venir Benedetto, 29 ans, qui se fait les croisés l'année dernière. Bah, c'est même pas le truc qui me choque le plus, moi. C'est même pas le truc, je t'avoue. Quand tu cherches un attaquant là, c'est Marseille, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Si tu mets, ils ont mis t'as pas 16, 18 millions. Arrête de dire c'est Marseille. Là, ils ont mis 18 millions ou 16 millions, je sais pas. Mais non, c'est énorme, quand même, tu vois. Et à l'inverse, Lyon, alors moi j'ai du mal à m'expliquer, même si on dit Silvino, il met plus de peps à l'entraînement, c'est incroyable comment ça se fait que ces mecs, tout d'un coup, c'est que vraiment, ils en avaient rien à cirer de Genesio. Moi je trouve que c'est terrible parce qu'on dit que c'est formidable, mais c'est les mêmes mecs. Il y a pratiquement rien qui a changé parce que c'est pas Thiago Mendes à la place de Ndombele qui a changé l'équipe. Donc pour moi, c'est un camouflet, c'est de se dire que ces mecs-là, en fait, ils en avaient rien à cirer. Il aura fallu qu'ils leur mettent un directeur sportif avec un peu d'allant, et puis tout d'un coup ils se bougent. Enfin, Philippe, est-ce que tu trouves pas ça étonnant qu'en ayant si peu changé de choses, t'aies un tel élan? Un petit peu, mais d'un autre côté, c'est l'Olympique Lyonnais, donc je demande ou plutôt comment tu le prononces déjà? C'est l'Olympique Lyonnais. L'Olympique Lyonnais. Ah oui, d'accord, merci. Donc, je me méfie toujours des enflammades sur l'Olympique Lyonnais au bout de 2 matchs. Parce que ça serait pas la première fois que nous verrions un Olympique Lyonnais qui tout d'un coup est super séduisant sur sur quelques semaines, voire sur un mois, et puis qui après, il y a des petits problèmes qui commencent à se faire jour, il y a plus tout à fait le même rendement, plus tout à fait le même enthousiasme. Mais je pense pas que tu puisses quand même sous-estimer, quand on parlait justement de l'impact que peut avoir sur un groupe l'arrivée d'un nouveau technicien, et je te dis le fait de le duo Juninho-Silvinho, l'impact que ça peut avoir sur un groupe de joueurs est colossal. Je veux surtout pas rentrer dans ce wagon, comme on dit en Angleterre, où sont entassés tous les gens qui disent du mal de Genesio. Moi, j'ai beaucoup de respect pour le coach. Il est peut-être pas ce dont Lyon avait besoin comme manager, mais je me vois difficilement dire c'est à cause de Genesio, parce qu'il n'est plus là, que tout d'un coup ça va mieux. Il y a toujours ce côté un petit peu, tu sais, Dr Jekyll et Mr Hyde chez l'Olympique Lyonnais. En ce moment, on voit le bon Dr Jekyll. On a vu pas mal de Dr Hyde les saisons précédentes. Donc, je te dis, moi, je dirais un petit peu de patience pour me prononcer sur ce cas particulier. Qui est une réaction, il y en a une sans le moindre doute. Et je veux dire, c'est une équipe qui fait plaisir à voir, c'est une équipe qui paraît dynamique, tout ce que tu veux, et dynamisée surtout, pour les éléments que l'on connaît. Mais encore une fois, c'est Lyon. Donc, je serai très, très prudent. Toi, Fred, est-ce que pareil, t'es prudent ou t'es un peu impressionné par le début? Non, moi je pense qu'il y a 2 choses. D'abord, c'est vrai qu'après 2 matchs, on fait pas de conclusion. Et deuxième chose, je pense qu'il y a, à mon avis, c'est aussi de l'orgueil, quoi. Je veux dire, pour prouver à tout le monde que Fekir, Mendy, Ndombele sont partis, mais on a quand même de la gueule et nous, on est aussi des joueurs de football, quoi. Je pense qu'il y a un double effet, plus le directeur sportif et le nouvel entraîneur, voilà. Mais bon, c'est presque la moindre des choses que Lyon en 2 matchs. Oui, on se laisse peut-être un peu emballer par le score. Moi, je trouve formidable ce qu'ils ont fait, mais ça demande énormément de confirmation. Mais je pense qu'il doit y avoir un truc, et je suis certain que l'entraîneur s'en est servi. Les gars, bon, cette saison, on va jouer pour pas descendre, hein. Notre meilleurs joueurs sont partis ou supposés tels, voilà. Donc l'orgueil est là, voilà. Il faut voir si sous la durée ça va le faire, quoi. Mais moi j'ai une question. Est-ce que je peux me permettre une question? Mais n'hésite pas. Au pire, on n'y répond pas. Quelqu'un peut-il m'expliquer Fekir qui part pour moins de 20 millions d'euros? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est simple, Fred. Il lui restait 1 an de contrat. Ouais.
Beaucoup de clubs avaient des doutes suite à sa blessure, l'opération, le genou, etc. Et vu le salaire qu'a proposé le Betis, il lui file 7,5 millions d'euros par saison. Il va jouer dans un championnat attractif. Il aura beaucoup de visibilité et surtout, je pense qu'il a vu l'exemple Lo Celso qui fait 1 an à. Non mais après il parlait pour Lyon, qui accepte que 20 millions. Mais je pense que oui, Lyon. Ah, par rapport à Lyon, déjà 1 an de contrat et personne se bousculait. Et il voulait pas prolonger. Voilà. Ouais. Non parce que il a refusé de prolonger en fait. Ouais. Et le problème c'est qu'après il partait en janvier et puis il valait 0. Donc il préfère récupérer également un autre élément qui s'appellerait plutôt dont le prénom serait Yacine. Son frère, Yacine Fekir. Avec lui. Oui, c'est sûr. Mais c'est quand même un élément important. Oui, mais ça, c'était une clause du contrat. Je signe chez vous, vous prenez mon petit frère. Oui, mais ça c'est partout. Oui, Hazard, il avait fait pareil à Chelsea, il me semble. Torgan Hazard avait suivi. Sauf qu'il me semblerait que Yacine Fekir n'est pas tout à fait au niveau de Torgan Hazard, mais ça. Je parle pas de niveau, bien sûr. Hazard, il a voulu que son frère signe au Real et je crois que c'est son cousin qui joue. Et à 20 kilos de plus, mais c'est un peu dommage. Qu'ils ont acheté Hazard, ils ont eu son cousin. Et il joue même pas, donc. Il joue même pas, non, parce que c'est bizarre. Alors c'est bizarre quand t'as 20 kilos de trop, tu te blesses. C'est drôle ça. C'est pas logique. C'est pas logique. En tout cas, moi personnellement, juste pour conclure sur Lyon, j'attends de voir parce que je trouve que dans ces mecs qui marchent bien, il y a Traoré d'un côté et Depay qui sont des joueurs fantasques qui peuvent dégoupiller sur 2-3 matchs. C'est aussi un effectif que je trouve pas si pléthorique que ça, et je trouve qu'il y a un très bon 11, et que à part sur peut-être les latéraux, je trouve pas que s'ils ont 2-3 blessés, c'est la fête. Donc moi j'attends de voir s'ils recrutent ou pas. Faut pas qu'il y ait des mecs qui sont en méforme, parce que moi je trouve qu'il y a un très bon 11, mais derrière c'est pas devant, c'est pas. Non mais derrière le 11, je vois pas grand chose. Voilà. Donc c'est vrai que c'est comme pour Rennes, on n'a pas eu le temps d'en parler. Moi je pense qu'il faut pas trop s'enflammader. Même si l'enflammadage, c'est bien, c'est sympa. Mais je pense, voilà. Donc, en tout cas, j'ai plus de certitude sur le niveau pathétique de Marseille que sur le niveau extraordinaire de Lyon. Il y en a un, par exemple, je pense pas prendre un gros risque en disant que Marseille, je vois pas beaucoup de raisons d'espérer. Mais arrête de sourire comme ça, Mousse. Il a l'air heureux. Ça va être le sketch de l'année, Marseille. Ça, c'est sûr et certain. Mais c'est le plus drôle. On va passer à du vrai foot. Alors là, ça arrache, tu sais, c'est un peu comme les paliers de décompression. Si t'en as pas, ça fait mal. Moi, personnellement, je veux parler de Manchester City-Tottenham. Manchester City-Tottenham, c'était en même temps que Marseille-Nantes. Je suis passé de l'un à l'autre, je te jure, j'ai les tympans qui ont failli péter. C'est le truc à un moment donné de plonger, quand un truc on te dit surtout ne fais pas ça. Entre-temps, je me faisais un chasseur d'appart, tu vois, pour essayer de parce que tu vois ça te permet de décompression. Ouais. Heureusement, il y avait une chaîne entre les deux, mais sinon, c'est d'une violence, c'était d'un niveau technique, d'intensité. Alors là, je vais laisser parler d'abord Philippe et Fred, mais honnêtement, moi je suis ils ont peut-être fait 2-2, mais moi le score, je m'en fous. Je trouve que cette équipe de City, elle est extraordinaire. Je trouve ça fabuleux. Mais écoute, oui, et le 2-2, tu peux en effet l'oublier complètement parce qu'avec cette décision encore une fois de cette main d'Aymeric Laporte prise qui les empêche de gagner 3-2, la façon dont Tottenham encore une fois fait preuve d'énormément de cran pour revenir dans le match alors que franchement on les voyait absolument noyés. Mais comme toi, moi j'ai été complètement épaté, éberlué même par le niveau de cette équipe de Manchester City. Quand tu penses à leur match de la saison de la semaine dernière, où ils font une première mi-temps qui était un petit peu compliquée, ensuite bon, ça va, et ils marquent, ils déroulent et ils massacrent West Ham. Mais là, t'es face à un autre adversaire qui n'a pas pu exister pendant beaucoup de temps. Et en plus de cela, tu vois des enchaînements. Je pense à Bernardo Silva, Kevin De Bruyne sur le côté droit, c'était absolument somptueux. Le fait que De Bruyne soit revenu, Fred, maintenant à son vrai niveau physique, ça va changer énormément de choses. Et Raheem Sterling, bon, il est sur un nuage, mais il en descend pas. Il marque un but, une tête décroisée dont tu le croyais complètement incapable. Point barre. Je pense pas qu'il y ait de joueurs en Europe qui aient fait davantage de progrès de ce niveau-là que Raheem Sterling avec Pep Guardiola. Et en effet, le niveau de Manchester City sur cette rencontre, mis à part peut-être 10 petites minutes de flottement dont Eric Lamela et puis Tottenham ont su profiter, est encore supérieur à celui de l'année dernière.
à la deuxième journée, ce qui est complètement invraisemblable. Normalement, une équipe ne commence pas une saison comme ça. C'est même pas sur les chapeaux de roue, c'est dans la Rolls. Avec vitesse de croisière et tout le monde est derrière. Oui, non. J'ai été beaucoup plus impressionné, tu as du mal. Comme Liverpool a du mal, comme beaucoup de grands clubs ont du mal dans le reste de l'Europe. Là, c'est pas pareil. Tu as été une dimension de jeu et je pense que ce but de Raheem Sterling dans sa construction, dans la façon dont Silva, De Bruyne et Sterling collaborent ensemble pour ce but. Je pense pas que je verrai quelque chose de beaucoup plus beau cette saison au niveau collectif. C'était tout simplement éblouissant. Fred, je pense que tu dois être un peu de même avis, mais est-ce que, par exemple, il y a le fait qu'à chaque fois que Tottenham a mis un coup d'accélérateur, ça a mis en difficulté la défense. Moi, je trouve que le but de Lamela, il est inquiétant dans l'attitude. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de voltigeur sur lui. Le mec peut s'enfoncer tranquillement et prendre le temps de te tirer. Je trouve que ils m'ont fait penser parfois, je voudrais pas faire d'insultes, à certains matchs du Paris Saint-Germain où il suffisait que les équipes d'en face mettent une accélération et revenaient au score. Mais ça c'est une tendance à City, parce que les meilleurs défenseurs de City, ce sont les joueurs les plus haut placés dans le secteur du jeu, et donc les défenseurs ils n'ont plus l'habitude de défendre et ils ne savent pas y mettre la même intensité. Donc c'est les défauts des qualités. Mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup trop de latitude. Mais voilà, City est tellement dominateur, a tellement peu de ballons vraiment difficilement négociables. Et me rappelez-vous l'an dernier, c'est fou quand même le mimétisme entre le match d'hier ou d'avant-hier et celui de la Ligue des Champions, quoi. C'est ahurissant, quoi. Mais c'est pour ça, Fred, que j'y vois un parallèle avec le PSG. Lucas qui monte, Lucas qui est le héros du côté de Tottenham. Ce but annulé dans les dernières secondes par le VAR, c'est ahurissant. Et ce week-end, on a encore eu une plus grosse domination de Manchester City, mais je pense que Manchester City d'habitude peut se permettre de défendre aussi mal, en tout cas pas à la hauteur de son jeu offensif, parce que de toute façon elle marque 6 buts à chaque fois, elle est trop forte maintenant contre une équipe de Tottenham qui a été tellement pragmatique. Enfin, 30 tirs à 3, en fait, c'est génial. Moi, je me réjouis de ça, quoi. Voilà. Une équipe qui se fait enfoncer, mais une équipe qui est courageuse, qui elle aussi, et depuis 4 ou 5 ans avec son entraîneur, qui ne lâche rien, elle arrive à s'en sortir en ayant laissé tirer 30 fois son adversaire au but et elle proprie avec un point, c'est ahurissant. Et j'ajouterais, il y a un truc de fou dans ce match, je sais pas si vous avez remarqué, les gars, mais Tottenham a commis 4 fautes. Donc tu te fais balader et tu commets 4 fautes. C'est peut-être aussi pour ça qu'il y a eu 30 tirs, mais voilà. Ce sont toutes des choses qui me faut dire que le football ne mourra jamais, parce que c'est tellement illogique, c'est tellement pas juste. Effectivement, ce but annulé, c'est une insulte au football et au jeu, soit. Donc voilà. Après, il y a aussi une caractéristique de City. Il y a une caractéristique de City, c'est que il joue à la Guardiola, c'est-à-dire que c'est énormément de passes, de redoublement de passes, de vitesse de jeu. C'est pas des mecs qui partent balle au pied à foutre des dribbles, des accélérations, qui provoquent moins de fautes. Ça provoque moins de fautes pour moi le jeu de City. Ça va tellement vite que les mecs n'ont pas le temps de faire faute en fait. Ils courent partout et ils n'ont pas le temps de faire faute. Et d'ailleurs, c'est marrant que tu dis ça, parce que l'une des seules fautes qui est commise dans ce match, c'est après que Bernardo Silva est mis dans le vent, je crois, à peu près 4 joueurs de Tottenham dans un mouchoir de poche. Et il y en a un qui le supporte pas, c'est Danny Rose, je crois, et qui lui rentre dedans pour le faire tomber. Faute. Voilà. C'est une des rares fois où on a vu un joueur qui était justement en train de dribbler, de provoquer. Mousse, toi, t'es impressionné. Alors j'imagine que entre le plaisir de voir Marseille nul et le plaisir de voir City beau, qu'est-ce que t'as préféré? Évidemment, Manchester City encore et toujours. Non, je suis vraiment impressionné parce que c'est le début de championnat en fait, et tu sens qu'ils sont au taquet. Alors je me dis, Guardiola, il voit que toutes les équipes, du top 6, c'est bien renforcé. Je crois qu'il a pas envie de perdre de temps. Je pense que ça va être tambour battant dès le départ. On voit que Liverpool, eux, c'est pas démarrage un peu timide, les autres équipes pareil. Non, City, j'étais impressionné, même sur le deuxième but, tu vois, ça va très vite, hein. Décalage Silva, De Bruyne, ça centre fort devant le but, t'as Agüero qui reprend, je crois que Tottenham venait d'égaliser, hein, ça faisait même pas 10 minutes, hein. Et puis en deuxième mi-temps, pareil, quoi, il domine Tottenham, mais pareil, comme Fred, Tottenham, c'est pragmatique. Ils ont pas paniqué, ils ont fini par égaliser. Et pourtant, Tottenham, quand tu vois l'effectif hier, quand tu compares les deux effectifs, il y a un écart quand même, hein. Pour moi, la magie du football, c'est Sissoko qui normalement devrait être videur au Macumba, il est joueur de foot dans une équipe qui joue la finale de Ligue des Champions.
C'est-à-dire que le mec, normalement, il doit te dire tu rentres pas de basket, vous faut être accompagné. Normalement, c'est ça qu'il doit faire. Eh ben non. Et l'autre, il arrive à en faire un mec essentiel. Après, je chambre Sissoko, mais c'est un mec exemplaire. Et dans les équipes, guerrier, Sissoko, et dans des matchs comme ça, c'est pas mal. Évidemment. Dans des matchs comme ça, c'est. Et surtout qu'il vient de loin, parce que ça n'a pas été facile au début, il n'a pas été très apprécié et tout ça. Franchement, il faut du caractère pour surmonter ça. Franchement, très fort. Et l'intelligence de Pochettino de savoir l'utiliser. Il y a une chose que j'ajouterais pour Manchester City, c'est que l'un des très très gros problèmes de Guardiola au niveau effectif, c'était celui de trouver un successeur à Fernandinho. Eh ben, ils l'ont trouvé. Parce que même si jamais ce but était inscrit par Lamela un petit peu dans sa zone, la façon dont Rodri est en train de se fondre dans ce collectif, c'est quelque chose de tout simplement inouï, alors que c'est l'un des rôles les plus difficiles. Franchement, le positionnement quand t'es cette espèce de numéro 6 devant un back four qui est pas toujours le plus rassurant du monde, hein. Parce que là également, tu regardes les individualités. Tu as des joueurs. Zinchenko, je suis désolé, personne n'aurait mis Zinchenko comme l'un des meilleurs latéraux gauche de la planète il y a 6 mois de cela. Kyle Walker, c'est un joueur qui peut être absolument magnifique et il le fut. Il est surtout rapide. Et ensuite tu vois la portée Otamendi, tu te dis c'est pas grandiose. Ederson, c'est un super gardien, mais il y a faute de positionnement sur le but de Lamela. Et devant ça, tu as un type qui doit être le régulateur de jeu, qui était Fernandinho, et ils ont trouvé un successeur, Rodri, alors qu'on pensait que c'était impossible. Alors il y a d'autres équipes en Angleterre, hein, évidemment. Alors pêle-mêle, tu pourrais nous sortir quelques stats sur notre première ligue chérie, mon petit Jeannot. Absolument, je Merci. peux le faire, et je vais d'abord commencer par fact-checker les... Ça te va bien cette barbe? J'aime bien. Alors à la radio, les gens ne le voient pas, ça. Mais c'est pour ça que je le dis, il est complètement demeuré, quoi. Mais pourquoi tu crois que je le dis? Je vais commencer par fact-checker les propos de notre ami Fred pour effectivement confirmer que 4 fautes, c'est très peu pour Tottenham, et pour cause, en déplacement, c'est seulement la 2e fois sur les 10 dernières années que Tottenham fait aussi peu de fautes en première ligue. Pour ce qui est des autres matchs de Première Ligue, un petit peu pêle-mêle, comme tu le disais, cher Julien, retour sur les débuts chaotiques de Frank Lampard en tant qu'entraîneur. C'est la première fois qu'un entraîneur de Chelsea ne gagne aucun de ses 3 premiers matchs, toutes compétitions confondues, en charge du club depuis Rafa Benitez en 2012-2013. Autre événement cette semaine, ce week-end, l'équipe de Sheffield United qui a mis 11 joueurs britanniques dans son 11 de départ. Quoi? Et oui, 11 sur 11. Première Ligue? Oui, monsieur, 11 sur 11. Du jamais vu, non? Alors quand je dis 11 britanniques, ça il y a des Gallois, il y a des Irlandais, voilà, il y a des Écossais, Beaucoup d'Irlandais. Voilà, beaucoup d'Irlandais, mais il y a des du jamais Australiens. vu, oui et non. Moi, je suis pour la grande Angleterre. Il y a des Indiens. Moi, je suis pour la très grande Angleterre. Et sachez que l'an dernier, ils ont fait toute leur saison idem, hein, que des Britanniques et des Irlandais. Et pour voir ça en première ligue, il fallait remonter à avril 2012. À l'époque, c'était Norwich qui avait aligné 11 Britanniques. Un petit retour aussi sur la performance du dénommé Teemu Pukki. Vous ne le connaissez peut-être pas encore, mais il a marqué un triplé en première ligue ce week-end, ce qui porte son total à 4 buts après 2 matchs. Et c'est la première fois dans l'histoire de la première ligue qu'un joueur débute par 4 buts en 2 matchs. Et je vais conclure par 2 petites stats sur les plus grosses équipes. Pour finir sur Liverpool et sur Arsenal, Liverpool qui a gagné 11 matchs consécutifs en première ligue, mine de rien, l'air de rien. Eh bien, c'est la meilleure série de l'histoire du club, à égalité avec une série faite entre février et avril 2014. À l'époque, c'était Brendan Rodgers, l'entraîneur. Et enfin, conclure avec Arsenal qui, l'air de rien aussi, a gagné ses 2 premiers matchs cette saison. Eh bien, il fallait remonter à 2009-2010 pour voir les Gunners remporter leurs 2 premiers matchs de la saison en première ligue. Même si moi, j'avoue que Arsenal, j'attends de voir. J'ai pas été très impressionné. Pour moi, c'est le résultat qui est impressionnant plus que la manière. Moi non plus, mais j'ai découvert Ceballos. Waouh. Ah, mon Dieu, oui. Joue bien. Quel match il nous fait. C'est Fabregas réincarné, peut-être en mieux. C'est le meilleur milieu de terrain du Real Madrid. Quel match a fait ce mec? Et ouais, donc vous, qu'est-ce que vous avez pensé d'un petit peu des autres forces que Manchester City sur ce début de saison? Ben écoute, Liverpool qui confirme que c'est une équipe qui a parfois un petit peu de chance, mais qui est pas flambante, encore une fois, qui s'est vraiment fait bouger à Southampton. Mais bon, ça continue et ils sont en tête du championnat. Arsenal, moi, m'a plutôt séduit. J'étais à l'Emirates et je m'attendais à un match plus compliqué que celui-là, et je vois des jeunes joueurs. John Willock a fait un bon match. Dani Ceballos a été franchement absolument magnifique, et l'entrée en jeu de Nicolas Pepe à la 45e minute, à la pause donc, a eu un effet absolument immédiat. Je te dis pas que ça va être grandiose, mais j'attends avec beaucoup d'impatience le match de la semaine prochaine, Julien, qui est entre
Liverpool, Arsenal à Anfield. À mon avis, si jamais t'es parieur, tu peux mettre plus de 4 buts dans ce match-là, hein, parce que vu la façon dont ça défend d'un côté comme de l'autre en ce moment. En fait, excuse-moi de te couper, mais c'est un bel amalgame entre les trentenaires et les gamins, cet Arsenal. Moi, ce que je trouvais bien avec cet Arsenal, c'était les jeunes et les vieux, quoi. Il y a les trentenaires derrière, et puis il y a les gamins devant, là, 19, 20, 21 ans. Donc ça, c'est très chouette. Maintenant, ce qui est un peu inquiétant, et franchement, on pouvait un peu s'y attendre, c'est que la charnière Socrates-David Luiz va avoir besoin de beaucoup de temps pour être en place, parce que hier, à la perte de balle, c'était vraiment pas ça. Et puis aussi, ce qui m'inquiète un peu, mais ça m'étonne pas non plus, c'est que David Luiz se prend pour un meneur de jeu. Donc voilà, il y a encore une grosse marge du côté. Ça, en général, c'est le début des emmerdes. Exactement. Sauf que c'est vrai qu'il y a quelque chose, et quand on voit le bas aussi, hein, de cette équipe d'Arsenal, et voilà, et je pense qu'Ozil est définitivement en tribune. Ah, il est vivant, Ozil. Ah bah merci. Moi, je savais pas qu'il était vivant, Ozil. C'est l'histoire, au fait, pour Ozil, les gars. Ben bien sûr, hein, avec le carjacking, là, c'est ça. Avec le carjacking, mais plus que cela, le fait que Mesut Özil et Sead Kolasinac sont en fait pris entre le marteau et l'enclume dans une véritable guerre des gangs qui se déroule à Londres. Absolument. Donc il y a un gang qui le cherche et un autre gang qui veut les défendre. Exactement. Voilà, et c'est pas évident. C'est vrai que c'est pas évident, hein. Mais bon, on a quand même dit que Ozil avait une petite grippe. Hein. Je rappelle qu'il a eu 19 fois la grippe la saison dernière, et c'était toujours le week-end. C'est marrant parce que souvent les footballeurs sont quand même plus souvent pris dans des guerres de gangbang que de guerres de gang. Mais bon, on va passer sur cette conclusion au tiki-taka. Alors là, on va faire vite, les gars. Là, c'est tiki-taka, c'est vraiment à l'ancienne. Xavi, Barcelone, Iniesta. Donc, je vais lancer comme ça. Dortmund, est-ce que c'est pas un peu l'année ou jamais pour titiller le Bayern? Parce que là, j'ai l'impression qu'ils sont chauds et que le Bayern, en dehors de son 11, ils sont fragiles. Mousse. J'ai pas encore vu jouer. Parfait. Voilà. Une stat de Jeannot. Oui, c'est peut-être l'année ou jamais. C'est en tout cas la première fois que Dortmund marque 5 buts lors de son premier match de Bundesliga. Et la dernière fois que le Bayern n'avait pas gagné son premier match de Bundesliga, c'était en 2011-2012, année où le Borussia Dortmund avait été champion. Ça, c'est efficace, Fifi. Moi, j'attends surtout de voir si jamais la situation compliquée de ce qui était celle de Kovac pendant un temps et qui finalement s'était bien résolu tout à l'honneur de cet entraîneur ne va pas de nouveau se provoquer. Je suis absolument halluciné. Je ne sais pas si vous avez regardé un petit peu la presse allemande après ce match nul à domicile contre le Hertha Berlin. On parle déjà, les gens sont déjà à la porte de Kovac en disant ce mec-là n'est pas l'homme dont le Bayern a besoin. Et en fait, je pense que ça peut être une des forces du Borussia Dortmund, c'est le fait de profiter de ces problèmes qu'il y a en ce moment au sein du Bayern, avec le départ de Uli Hoeneß, avec le statut de Karl-Heinz Rummenigge, avec le fait que ils ont malgré tout loupé leur plus grosse cible sur le marché des transferts, qui était Leroy Sané, je vous le rappelle. Oui. Et ça fait beaucoup, et plus les incertitudes autour de Kovac. Et c'est peut-être le moment de s'engouffrer, en effet, pour le Borussia Dortmund, profitant plutôt des problèmes du Bayern qu'autre chose. C'est parfait. Fred? Ben non, moi, on a joué une journée, donc pas de conclusion. Non, mais une impression. On se réjouit que ça ne sente pas la sérénité du côté du Bayern. Ça peut revenir très très vite, mais on a tout contesté chez cet homme. Moi, j'ai l'impression déjà depuis l'an dernier que c'est peut-être pas le cas de la situation, que c'est la richesse du noyau qui a fait qu'ils ont été champions. Mais moi, j'ai envie d'y croire et j'ai envie d'espérer qu'il y aura un championnat cette année en Allemagne. Le Real et le Barça, début de saison contrasté. L'un qui réussit plutôt pas mal alors qu'on l'imaginait moribond, et le Barça qui avec une attaque de feu, un De Jong nouveau et tout, franchement avec le 11 qu'ils ont, tu t'attends pas à ce qu'ils perdent. Est-ce que c'est juste parce qu'ils sont peut-être un peu perturbés aussi par ce qui se passe en interne, l'arrivée de... Moi je pense que c'est une mauvaise image qu'on a du Barça, ils vont devenir très très forts pour moi. Je pense que là c'est juste qu'il faut qu'ils digèrent l'arrivée de Griezmann, les états d'âme de Messi et la fin du dossier Neymar. Mousse. Ouais, c'est ce que j'allais te dire en fait, c'est que l'avant-saison en fait, elle est pas top pour Barcelone. Je parle des histoires un peu extrasportives. On a l'arrivée de Griezmann qui est avec l'Atlético qui cherche un peu à foutre le bordel. T'as l'affaire Neymar entre guillemets, t'as l'intégration de Griezmann, on sait pas si ça se passe bien. Là on voit le premier match, ils perdent Suarez, Messi était pas titulaire parce que blessé. Pas de mouvement, Dembélé il y arrive pas. Je suis inquiet pour le début de saison, mais une fois que tout sera rentré dans l'ordre, je pense que ça peut quand même faire très très mal. Fifi ? Moi, j'aurais posé la question à notre grand ami Jean Opta de la Stat, s'il a quelque chose à nous dire sur le buteur miraculeux, c'est parce que le but est absolument fabuleux, Aduriz.
contre Barcelone. Je l'ai plus sous la main pour tout te dire, mais c'était un des buteurs les plus âgés en Liga depuis très longtemps. Moi je peux t'aider si tu veux. Oui, c'est un sport collectif, non, ce qu'on fait là. Il a 38 ans et 186 jours exactement à Douriz. Et donc, dans ce siècle, jamais un joueur aussi âgé n'a marqué contre le Barça, voilà. Et il était monté au jeu, même 25 secondes plus tôt. Jeannot, tu fais hyper bien l'accent belge. Ouais. Franchement, je voulais te le dire. Ouais, non, mais c'est pas du tout caricatural. Un peu quand même. On sentait que ça faisait un peu blague. Mais tu le fais bien. Tu le fais très bien. Tiens, Fred, toi qui as aussi l'accent belge, t'en penses quoi? Du Barça? Je pense qu'il y a eu 3 poteaux et là pour le Barça. Et que Messi n'est pas là, donc forcément cette équipe c'est moins fort, et que là aussi l'entraîneur ne fait pas l'unanimité, et que il y a eu qu'un match de jouer, voilà, c'est fait, ils ont été battus. Voilà, je rappellerai que le premier match de Pep Guardiola à la tête du Barça en championnat, ils ont été battus aussi, au Numancia, donc je leur souhaite un beau parcours. Voilà, il manquait Messi, comme ça a été justement dit, Suarez est sorti blessé très tôt. Cela dit, son remplaçant Rafinha a été assez formidable. Donc voilà, les gars, il y a qu'un match qui a été joué, quoi. Voilà. Oui, non, mais c'est pour ça. Je pense que même dans le jeu, on a une fausse impression. Je pense que ça va prendre parce que un joueur comme Griezmann est tellement intelligent et tellement sympa que lui, il foutra pas la merde et il va s'adapter tout à fait à ce jeu. Et puis on n'a pas encore vu le vrai De Jong, quoi. Ouais. Que ce soit en match de préparation ou depuis la reprise de la Liga, on sent pas que De Jong soit encore vraiment bien intégré dans l'équipe. Je pense que ça va venir, et effectivement avec Griezmann devant, faudra voir avec Dembélé, faudra voir l'issue de l'affaire Neymar, mais Dembélé pour moi ça sera un mec en plus dans ce jeu. Et on va aussi voir ce qu'est un De Jong sans Van de Beek à côté. Et sans l'Ajax en général. Et on va aussi souligner les cartouches qu'il y a au Barça, puisque Busquets et Rakitic étaient sur le banc. Eh oui, il y en a qui peuvent se permettre ça, d'autres ont Choupo-Moting. Ouais. Tout est dit. Et c'est violent. Est-ce qu'il y a des petites infos mercato? Là, Mousse, là, je te sens, tu papilles. Info mercato? Le mercato, non, juste rappeler que Coutinho, arrive au Bayern, mais sinon, au niveau pour la Liga, Real Madrid, Barcelone, c'est très calme, hein. Ils veulent toujours Pogba, mais je pense que c'est fini. Pogba, Manchester n'a aucun intérêt à le vendre. C'est quasiment leur meilleur joueur. Fifi, je pense que c'est mort, moi. Tu penses que c'est mort, Pogba? De Manchester, il partira plus? J'attends de voir. J'attends de voir ce que va donner ce Manchester United dont on a chanté les louanges après le 4-0 sur le Chelsea de Lampard, alors que franchement pendant 50 minutes il n'y a vraiment pas de quoi pavoiser, que ce soit de côté collectif ou du côté de Paul Pogba, qui fait une passe absolument magnifique pour le deuxième but de Rashford, je pense, mais qui à part ça a été complètement inexistant en première période. Donc j'attends de voir. Ce qui est assez curieux, c'est cette situation dans laquelle nous nous trouvons maintenant, avec un marché des transferts anglais qui est fermé pour les gens qui peuvent rentrer et ouvert pour ceux qui veulent sortir. Donc tant que ce marché sera ouvert, moi j'attends de voir. Et quand même, le gag du week-end, c'était le match du Real Madrid avec Gareth Bale qui est titulaire. C'est quand même assez hallucinant. Je pense qu'il faut le relever. Oui, ça c'est le cirque madrilène. De toute façon, je pense qu'ils sont en train de se rendre compte. Qui se serait imaginé que Gareth Bale serait titulaire dans le premier match du Real Madrid et que ça serait lui qui donnerait la balle de but à Karim Benzema pour l'ouverture du score? Ceux qui ont vu que Hazard était blessé, qu'à un moment donné Zidane il est pragmatique. Voilà, on en a une preuve et une belle. Voilà. Et il a aussi James Rodriguez encore dans son effectif. Ouais. Toujours pas parti. Lui, je le sens moins jouer. Je te le dis tout de suite. Normalement, il aurait dû atterrir à Naples. Et puis finalement, ça s'est pas fait. La différence, c'est que Gareth Bale, aussi con qu'il soit, dans les grands matchs, il a quand même laissé quelques bons souvenirs au Real Madrid. Hein. Ah, mais clairement. Mais clairement. On va passer à l'extra time, le moment tant attendu. C'est vraiment la petite pépite de fin. Et on va commencer par le petit nouveau. Ouais. Petit Mousse. Ouais, moi je voulais faire un petit coup de gueule en fait sur les dates d'ouverture et de fermeture du mercato en Europe. C'est du grand n'importe quoi. Que ce soit à l'ouverture, c'est pas du tout les mêmes dates. Je vais vous les dire pêle-mêle, je les ai notés. Donc en Angleterre, donc c'est dès la fin de saison. Le marché il ouvre le 16 mai. Et il ferme donc le 8 août, la veille je crois que c'était 2 jours avant le démarrage. En France, c'est le 11 juin jusqu'au 2 septembre. Aux Pays-Bas, pareil, 11 juin, 2 septembre. Belgique, 15 juin, 2 septembre. Italie, 1er juillet, 2 septembre. Ensuite, tu as l'Espagne, 1er juillet, 2 septembre. Allemagne, 1er juillet, 2 septembre. Portugal, 1er juillet, 22 septembre. Donc voilà, pour moi c'est du grand n'importe quoi. Moi j'aurais voulu qu'on s'aligne sur les Anglais, c'est-à-dire le championnat il démarre.
tu fermes au niveau mais tu fermes tout en fait. Arrivée, départ. Je comprends même pas que les Anglais laissent encore 3 semaines pour se faire dépouiller. Pour moi, déjà, le marché anglais, c'est le marché le plus riche. Si eux ferment, s'ils ne peuvent plus recruter à partir du 8 août, je vois pas l'intérêt de laisser ouvert les autres mercatos en fait. Voilà. Très bien, c'est dit. Maintenant, la parole est à la Wallonie, hein, la belle, la grande. Vas-y, la Brabantonne. Oui, une autre fois. Moi, j'ai envie de mettre Billy Sharp à l'honneur. Premier tir de sa vie en première ligue et premier but. Il a 33 ans. Il a marqué dans les 4 divisions professionnelles sous le même maillot, celui de Sheffield United, parce que je cite quand même, parce qu'à part Fifi, personne ne savait qui c'était. Bien sûr, et moi, j'adore ce genre d'histoire. Il rentre à la 82e, il marque à la 88e un but qui rapporte un point. Promu Sheffield United, une équipe à suivre qui joue avec une défense à 3. Je me demande si on peut se maintenir comme cela. Et hier, ils ont fait un match plein, très, très, très chouette. Donc voilà, j'adore Sheffield United. Je les ai pas vus souvent, mais voilà. Et Billy Sharp, formidable histoire. Eh ben oui, c'est beau. C'est ça l'extra time. C'est aussi ça l'extra time. C'est aussi ça Fred Oisey en général. Fifi. Ben écoute, moi aussi c'est une belle histoire. J'espérais qu'il marquerait ce week-end, mais il l'a pas fait. Il l'avait fait le premier jour de la Ligue 1. Il avait également fait une passe décisive. Je veux parler, et tu vois, je parle de Ligue 1, comme quoi, hein, ouais. C'est étonnant. Je voulais te parler de Boulaye Dia, l'attaquant du Stade de Reims. Et je trouve ce qui est arrivé à ce type absolument formidable. En ce sens qu'il y a encore 2 ans, je crois qu'il était électricien. Et il jouait dans son Jura natal, en amateur payé, si tu vois ce que je veux dire, avant d'être repéré par les gars du Stade de Reims. Et en l'espace d'1 an et demi, ce garçon est passé d'un statut d'amateur jouant dans une petite division jurassienne à celui d'attaquant numéro 1 du Stade de Reims. Il était encore titulaire hier dans leur match. Et je trouve ça tout simplement merveilleux. Et le fait que quelqu'un qui était pas, il avait pas 17 ans non plus, Boulaye Dia, il a 24 ans je crois maintenant, puisse être découvert comme ça sur le tard et sache saisir sa chance, surtout comme il a su si bien le faire. Donc coup de chapeau à Boulaye. Oui, on peut avoir l'effet inverse, c'est-à-dire qu'à Marseille, beaucoup de mecs vont devenir électriciens, je pense. C'est plutôt arrêter le football. Eh bien, il y en a un qui va nous faire son petit extra time. C'est la nouveauté de l'année parce qu'à Modèle, il a voulu prendre ses responsabilités. Il vous a cassé les couilles. Il voulait doubler le salaire. Bref, il voulait son moment à lui. C'est Jeannot. T'as ta petite stat extra time. Mais du coup, on double le salaire ou pas? J'ai pas compris. Oui, 2 fois 0. Allez. Oui, la petite stat de la semaine. Je voulais vous parler d'une stat qui est 3 sur 16. Est-ce que vous savez à quoi correspond 3 sur 16, messieurs? Alors, non. Eh bien, je vais vous le dire. 3 sur 16, c'est le nombre de victoires en cumulé de Lyon, Nice et Rennes sur leur match de préparation. 3 victoires pour 2 nuls et 11 défaites. Lyon, Nice et Rennes qui trustent aujourd'hui les 3 premières places du classement de la Ligue 1, qui sont les 3 seules équipes à avoir gagné lors de premiers matchs. Eh bien, ils avaient encaissé 39 buts à eux 3. Bon, bien aidés par la défense niçoise qui en a pris 14 sur les 2 derniers matchs de préparation. Mais comme quoi, la préparation, ça veut pas dire grand-chose, puisqu'aujourd'hui, on voit que les 3 premières équipes du classement de Ligue 1, eh bien, elles totalisent 19% de victoires seulement sur le match de préparation. C'est vrai. Et d'ailleurs, ça c'est de la stat, Jeannot. Ça, j'adore. Merci. Parce que ça révèle plein de choses. Bien vu. Magnifique. Et d'ailleurs, tu regardes bien, regarde Marseille qui avait été nul avant la Ligue 1. Depuis, ils sont nuls. Donc voilà. Heureusement, eux, ils sont constants. En fait, il y a que Marseille qui ça fait nul. Mais arrête de sourire tout le temps. Il est marrant, ce type. C'est le moment de mon extra time à moi. Alors moi, ma minute, je veux la consacrer à la hype du Portugal, que ça va pas du tout, que c'est la fin. Qu'à une époque, rappelez-vous, il y a pas si longtemps, où l'entraîneur Guèche, c'était la panacée. C'est-à-dire que le mec, t'allais prendre n'importe quel mec qui était carleur, il allait te faire monter en Ligue 1. Il allait te faire finir 5e. C'était incroyable. C'était ouf. Ils étaient tous géniaux, les mecs. Et ça marchait. Les Jardim, tout ça, c'est, Mourinho, Moment, il y a machin. Et alors là, t'as Villas-Boas, Jardim, Paulo Sousa. C'est la chute, c'est là, et tout chousse vers le bas. Ils sont à la rue, complet, et franchement, on n'est pas spécialement, j'ai l'impression que ça quand même, c'est pas bien parti pour les 3, et je vois même quelque chose de structurel pour les 3. Je me dis, c'est marrant comme ça va vite quand même, parce qu'aujourd'hui, les 3 Portugais les plus célèbres de Ligue 1 entraîneurs, sont vraiment dans la merde. Et il y a une autre petite hype en parallèle, qui en revanche arrive, c'est le directeur sportif brésilien. Leonardo Paris Saint-Germain, Juninho à Lyon, ça titille, ça machin. Et moi j'aime bien ces petites hype, et je me dis à Marseille, prenez un directeur sportif brésilien, et surtout pas un entraîneur portugais. Ils ont fait l'inverse. Allez, ils sont géniaux, tout le monde est formidable, je vous embrasse à la semaine prochaine.